Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h30 Eric Gator et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tous azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gator. Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio à bord de notre taxi Presse de ce matin. C'est avec Justin Anani, l'administrateur du site togovision.com, Tchakala Lirou, le patron du journal Courrier de la République, et Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse, qui va nous rejoindre d'un moment à un autre. Nous reviendrons naturellement sur les grands sujets de l'actualité, l'augmentation des prix des produits pétroliers qui occasionne donc des manifestations de rue hier. C'était la catastrophe d'une certaine façon dans la plupart des quartiers de Lomé. On reviendra sur le sujet et puis nous reviendrons également sur le changement intervenu à la tête de l'Office togolais des recettes avec Kodjo Adedje qui prend la place du Rwandais Henri Gaperi. On va en parler. Bienvenue. D'abord, la une des journaux qui sont dans les kiosques ce matin, on va commencer par le quotidien Liberté. Liberté qui évoque donc la hausse des prix des produits pétroliers. Liberté qui évoque la hausse des prix des produits pétroliers, des manifestations organisées à Lomé, violemment réprimées, un mort et des blessés par balle, un véhicule de la Sotral calciné, relève notre confrère, la socialité du mandat de Fort Gnassingbé en question, et puis la ANC qui dénonce l'augmentation injustifiée des prix des produits pétroliers. Vous lirez l'article dans le journal Liberté ce matin. Grève dans l'éducation, les propositions de la CSTT pour une sortie de crise et puis dépenses consacrées à la lutte contre le VIH-Sida. Que deviendraient les malades du Sida sans l'aide extérieure, se demande ce matin le confrère Liberté. Le Mania Libéré qui évoque donc la flambée des prix du carburant à la pompe, la deuxième série de l'année qui provoque la colère des conducteurs de taxi-moto, le film des événements. Vous lirez tout cela dans le journal à la page 3. Le commissaire général de l'OTR, Henri Gaperi, remercié en plein contrat la passation de charges qui dissipe donc les rumeurs sur sa fuite avec des supposés milliards de nos francs. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis mars, où le mois de turbulence dans l'enseignement, la tension monte déjà et d'apparemment est encore en ébullition, écrit le confrère qui évoque également la demande du parti politique MCD de Maître Mohamed Chassona, la demande donc au HCRUN à la dotation d'un statut à la chefferie traditionnelle. Vous lirez l'article dans le journal Le Mania Libéré donc. Le triangle des enjeux, un gros dossier, tout sur le centre de prière Yesoulé Agbe à Bagbe, William Tété accusé d'arnaque et d'expropriation d'un vaste domaine de terrain, l'acte de commandement de déguerpissement bientôt signé ou signifié, l'enquête à lire dans le journal. Corruption, médiacratie et médiocratie, les béquilles du pouvoir de Fort Gnassingbé, s'interroge notre confrère qui publie également un dossier spécial sur l'Office togolais des recettes, un géant qui s'effondre. La catastrophe prédite, écrit le confrère Triangle des enjeux. Libération avec son numéro 013 dans la kiosque ce matin.
OTR, Henri Gapéry viré, Kodjo Adedje nommé commissaire général par intérim. Une résiliation de contrat qui en montre à suffisance que cet office était mal ficelé, écrit donc le confrère. Et puis une notion de syndicat technique de négociation et sécurité santé au travail. La CNTT renforce les capacités des secrétaires généraux des bureaux sectoriels de Sinabat. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis grève des enseignants, mouvement d'humeur des chauffeurs, le gouvernement acculé de toutes parts, conclut le confrère Libération. Le libéral maintenant qui évoque la hausse des prix des produits pétroliers, le gouvernement maintient sa décision, précise le journal. De violentes manifestations de mécontentement font un mort, des blessés et des dégâts matériels. L'approche contractuelle pour résoudre le problème de gestion dans les structures de soins. L'article est dans le journal. Et puis un nouveau départ à l'Office togolais des recettes. Desserrer les taux fiscaux et rassurer le contribuable. Le pressant défi à lire dans le journal Le Libéral. Le messager avec l'Office togolais des recettes toujours, Gapéry n'a pas fui. La passation de service a eu lieu hier au siège de l'OTR. Et puis grève à répétition et impossible entente entre syndicats d'enseignants et de gouvernement. Inquiétude grandissante des élèves et parents d'élèves. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis conséquence donc de l'augmentation des prix ou des prix des produits pétroliers au Togo. Mouvement d'humeur des conducteurs de taxi-moto hier à Lomé. Un bus de Sotral mis à feu par des manifestants, précise donc notre confrère le messager. Il y a le dialogue aussi qui est dans le kiosque. Le journal revient sur la passation de service entre le Rwandais Gapéry et Kodjo Adedje. Flambeau à la main, le nouveau patron de l'OTR promet de suivre les traces de son devancier. L'article est dans le journal. Et puis, comportement des agents dans les centres de santé publique. Le gouvernement met en place une approche contractuelle, écrit le journal Le Dialogue. La dépêche, Gilbert Rungbo à la tête du FIDA, notre fierté nationale. Et s'exclame donc le confrère La Dépêche, nul n'est prophète chez soi, la politique togolaise, jamais, jamais. Écrit le journal. Le confrère qui évoque aussi l'augmentation des prix des produits pétroliers, une erreur de trop, souligne La Dépêche donc. Économie développement, toujours cette affaire de carburant. Les prix augmentent, le budget familial affecté, comment les ménages vont-ils s'en sortir? Se demande Économie développement ce matin, l'analyse du confrère à lire à la page 6. Approche contractuelle au Togo, le ministre de la Santé imprime les marques aux populations de Blita et d'Atapamé. Et puis la BAD va ouvrir des bureaux au Bénin, en Guinée et au Niger. Le journal fait écho de ce sujet. Dunia Le Monde, conséquence de l'augmentation des prix des produits pétroliers, la population en colère bloque les routes et brûle un bus de la Sotral. Un mort et plusieurs blessés, Lomé en ébullition hier, précise notre confrère. Énième débrayage des syndicats d'enseignants, le gouvernement préparerait-il des actions plus drastiques à l'encontre des grévistes, se demande notre confrère. Gestion calamiteuse à l'OTAM, un agent avec un salaire de base de 120 972 francs CFA se retrouve avec 1 253 224 francs CFA par mois. Les détails sont dans le journal et puis l'Office togolais des recettes. Contrairement aux rumeurs, l'ex-commissaire général Gapéry n'a pas fui avec 23 milliards. La passation de service s'est déroulée hier avec l'intérimaire Kodjo Adedje. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est Fraternité de Joël Ega. Office togolais des recettes, les grands chantiers qui attendent Adedje. 1. Réconcilier l'OTR avec les contribuables. 2. Mener une vraie lutte contre la corruption. Et 3. Assainir les dépenses. C'est ce que croit savoir donc le confrère Fraternité. Vous lirez l'article dans le journal et vous aurez tous les éléments. Grève des enseignants, le gouvernement hausse le ton, s'exclame notre confrère. Le journal qui revient aussi sur la nouvelle hausse des prix des produits pétroliers, du carburant. Donc le met sous haute tension, s'exclame le journal Fraternité. Alors dans les kiosques ce matin, outre Fraternité, vous avez le journal Dunia Le Monde, Économie et Développement, La Dépêche, Le Dialogue, Le Messager, Le Libéral, Libération, Le Mania Libéré, Le Triangle des Enjeux et le quotidien Liberté.
Taxi Presse. Avec mes confrères en studio, Taxi Presse, Justin Anani, l'administrateur du site togovision.com. Bonjour Justin. Bonjour Rick, et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Tchakala Aliro. Et bonjour à toi Eric et bonjour à toutes et à tous. Très bien. On y va tout de suite avec l'actualité la plus chaude, un petit peu, puisque hier, le gouvernement a mis en exécution son décret d'augmentation des prix des produits pétroliers. Et hier, contre toute attente, puisque les Togolais n'ont plus réagi de cette manière depuis 2010, juin 2010, les Togolais, certains, dans les quartiers, ont bloqué les artères. Et il y a le bus de Sotral qui a été mis à sac au niveau du carrefour GTA, non loin de la présidence de la République. Est-ce que c'est compréhensible à peu près la réaction de certains Loméens hier, Justin Lani? Bon, Eric, il faut quand même dire que c'est une décision de trop. Parce que quand vous voyez un peu la situation dans laquelle vit aujourd'hui l'ensemble des Togolais, du moins la majorité des Togolais, vous comprendrez aisément que la misère est toujours d'actualité, la misère est tellement ambiante. Donc c'est là où moi je dis qu'avant de prendre une telle décision, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments, faire des analyses donc susceptibles d'apporter la paix sociale. Donc, et si ces analyses ne sont pas faites et que si les dispositions aussi ne sont pas prises en amont, je pense qu'il faut s'attendre à ces genres de réactions. Et c'est là où moi je dis que le gouvernement pouvait aussi anticiper en tenant compte de la même réaction, de la même contestation des années précédentes dont vous venez de faire. 2010 notamment. Tout à fait. Parce que lorsque vous augmentez le prix des produits pétroliers automatiquement, c'est l'ensemble donc des consommables qui flambent au niveau des marchés. Oui. Et lorsque vous analysez également le SMIC, donc le salaire minimum était garanti, qui est décrété au Togo, 35 000 francs CFA, mais aujourd'hui vous analysez, il y a encore d'autres qui sont en dessous également de ce frais-là. Vous comprendrez également aisément que la situation est difficile à vivre aujourd'hui. Donc, prendre une telle décision amène à se poser également des questionnements. Parce que le ministre de la Communication et du Commerce a laissé entendre que la prévision se fait donc dans le délai de 3 mois chaque fois. Ce qui suppose que, ça supposait que nous sommes rentrés dans une nouvelle année. En 2017, la première prévision est faite. Donc si la première prévision est faite, ce qui suppose que la seconde prévision est attendue soit à la fin du mois de mars ou soit à la fin au début du mois d'avril 2017. Mais on ne peut pas comprendre que dans l'intervalle de moins d'un mois, le gouvernement a augmenté, a avancé des arguments et que, bon, on n'a pas senti la réaction au niveau des populations. Et dans cet intervalle de temps-là, le gouvernement a osé encore augmenter et les arguments qu'on avance ne tiennent pas la route. Donc c'est là où moi je dis qu'il faut s'attendre à ces genres de réactions. Et moi je dis qu'on ne peut pas s'en arrêter là. Parce que non seulement je suis ici en tant que communicateur ou en tant que journaliste, mais je suis encore ici en tant que consommateur. Oui, citoyen. Donc ça dit que ça déborde. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où il y a une minorité qui s'accapare la richesse du pays, comme le chef de l'État a eu à le dire, et qu'au même moment, la majorité navigue dans la misère et qu'on doit rester bras croisés. Donc moi je pense que c'est normal, c'est l'occasion, c'est le moment d'agir pour faire comprendre au gouvernement qu'il y a lieu d'attendre raison, il y a lieu d'écouter les populations qui souffrent actuellement. Et pour vous aussi, c'est une réaction légitime, mais il faut quand même condamner la violence des manifestations. Et la répression aussi dont beaucoup évoquent son, comment est-ce qu'on dit ça, disproportionnalité. Voilà. Oui, c'est le sentiment du ras-le-bol, le sentiment d'exaspération qui a entraîné tout ça là.
les populations ne se sont pas levées et allaient occuper certains grands carrefours de la capitale. C'est suite à une donnée qui est venue les choquer qu'ils ont décidé de prendre leurs responsabilités, de ne plus subir et de façon passive. Donc ils sont passés à l'acte, mais malheureusement, ce que nous avions tous vécu hier, je dis que ça relève d'un autre âge que le nôtre. C'est des comportements. Parce que des gens qui sont en train d'extérioriser leurs ressentiments, des gens qui tout le temps sont compressés, c'est comme ils sont dos à mur maintenant, n'en pouvant plus, ils sont sortis pour le crier, pour donner la voix. Et Une manifestation spontanée. Personne n'est derrière cela. On l'avait vu, on l'avait assisté à une telle situation en 2010. Et 7 ans après, c'est la même situation. Ça veut dire que c'est les aspirations, c'est le ras-le-bol. Les Togolais se disent victimes d'une situation. Donc, elles sont sorties pour manifester. Et on va essayer d'étouffer cette manifestation avec des balles réelles. Et puisqu'il y a un mort. Il y a eu un mort et des blessés. Donc c'est extrêmement grave. Aussi parmi les forces de sécurité. C'est tout triste. Je me dis que on a franchi le pas de trop, le pas qu'il ne fallait pas. Parce que quand on est dans un pays, il faut savoir écouter la population. Il faut savoir être à l'écoute des préoccupations premières des populations. Mais au même moment où les gens s'engluent dans la misère, au même moment où les gens ne trouvent même plus où mettre la tête, quand ces augmentations viennent avec tout ce que cela peut engendrer, vous comprendrez que non, les gens ne sont pas sortis parce qu'ils ne veulent pas de la tête de tel monsieur ou de la tête de tel autre, mais ils sont sortis pour défendre ce qu'ils estiment légitime pour leur survie. C'est une question de survie. Et face à une question de survie, on oppose une force brutale, une force animale. Là, je crois que c'est indécent. C'est se laisser aller, c'est se laisser faire là qui crée ces situations. On ne peut pas, au pire des cas, on sortirait peut-être les gaz lacrymogènes, mais les balles réelles pour contenir une foule, mais je crois que nous ne sommes pas en Syrie. Et encore moins en Afghanistan. Nous sommes en même temps, les populations, quand elles sont sorties hier, si elles manifestaient pacifiquement, il me semble que les forces de sécurité de l'ordre ne viendraient pas jusqu'à faire usage des armes, des balles réelles. Les gens ont obstrué des voies, on a mis des pneus, on a brûlé les pneus, on a mis des cailloux. C'est aussi une façon, n'est-ce pas, d'entraver la liberté des autres, non? C'est seulement pour ça que les forces sont intervenues. Mais nos soldats sont formés pour contenir ces genres de manifestations. Ils ne sont pas sur un théâtre de guerre. Ils ne sont pas au Mali contre les djihadistes, ils sont au Togo. Ils sont formés pour ça. Ils ont la manière de le faire. Mais qu'est-ce qui peut justifier l'usage des balles réelles? Non, c'est pas possible. Si les gens c'est pas la première fois que les gens manifestent et obstruent les voies avec les troncs d'arbres, les cailloux et consorts. Mais les militaires, les policiers, les gendarmes arrivent quand même à dégager ça, à dégager les voies sans faire usage des balles réelles. Ils sont formés pour ça. Ils ont été outillés pour ça. Ils ne sont pas sur un front. Il n'y a pas un ennemi en face d'eux. C'est leurs frères, c'est leurs sœurs qui sont sortis exprimer cela, ce ras-le-bol. Donc il n'y a pas de raison à justifier que non, c'est par rapport au caractère violent de la manifestation qu'ils ont fait usage de ça. Non, pas du tout. Aucune circonstance atténuante par rapport à cela. Justin Nani. Oui, moi d'abord, j'aimerais poser la question de savoir qui est ce monsieur qui a tiré la balle, les balles réelles. Ah, vous voulez le connaître? Oui, parce que ça va être compliqué à savoir aujourd'hui, en tout cas à notre niveau. Il faut se poser la question. Ça dit que on ne vous le livrera jamais. Voilà, ça me renvoie à l'an 2010 où on a connu de pareilles situations. Et je me rappelle à l'époque également qu'il y a eu de morts, pas une seule personne à l'époque. Je me rappelle très bien. Et ce discours que le ministre de la Sécurité a laissé entendre, le communiqué du gouvernement qui a sillonné, qui a été diffusé sur les chaînes nationales, on fait qu'à hier, on l'a déjà entendu en 2010. Mais jamais on a montré ceux-là qui ont utilisé la force excessive pour tuer des citoyens. Et hier, il s'est produit également pratiquement la même scène. Et pourquoi j'ai posé cette question? Et mon ami, comment on l'appelle, Tchakala l'a dit tout à l'heure, il y a certains qui sont formés spécialement pour ça. Quelle que soit la pression, quelle que soit la lutte, la dangerosité même de la manifestation pour contenir la manifestation. Mais dans le cas d'espèce, on apprend que celui qui a tiré,
là qu'on a fait sortir n'ont rien à voir avec ceux-là qui ont appris à maintenir l'ordre. Quoi, ce sont les militaires. Les militaires, c'est ce que nous avons appris dans un premier temps. Maintenant, il reste à vérifier, puisqu'ils nous ont dit qu'ils vont mener les enquêtes. Et nous savons qu'au Togo, les enquêtes sont toujours ouvertes, mais ne sont jamais fermées. Mais figurez-vous, donc, sur la base de cet élément-là, mais moi je dis qu'il y a eu une manifestation. La première des choses, lorsque les forces arrivent sur le terrain, il y a certains qui sont arrivés au niveau des endroits, parce que moi j'ai fait tellement le tour. Moi j'ai quitté pratiquement la zone d'accueil parce que nous avons 2 éléments et qui suivaient les manifestations, parce qu'il y a tellement de foyers de tension, que ce soit à Décon, que ce soit sur le boulevard du Mono, que ce soit dans la zone de Baie, que ce soit à Nekonakwe, et que ce soit, comme on appelle, à GTA, que ce soit à Lunato, que ce soit pratiquement, même à Corée-Sewa de l'autre côté là-bas, dans la zone portuaire. Oui. Donc c'est pratiquement partout. Donc il faut faire le tour. Moi j'ai quitté pratiquement la zone de GTA et avant que ça ne pète. Mais j'ai pu comprendre ou j'ai pu observer que partout où moi j'ai eu à passer, les forces de l'ordre étaient arrivées, ceux-là qui se sont habillés en tenue de gendarmes ou de policiers, se sont bien comportés. Je ne sais pas si ce sont des vrais policiers ou des vrais gendarmes. Parce que vous allez peut-être observer que moi je n'arrive plus à écrire les forces de l'ordre peut-être dans mes papiers. Et je mentionne les corps habillés. Parce qu'on n'arrive plus à faire le distinguo. Quelqu'un qui a appris peut-être à maintenir la manifestation, une manifestation publique ou une manifestation populaire, vous allez voir la réaction de ce dernier, vous n'allez pas comprendre. Et ça me renvoie peut-être à la manifestation de samedi, la fois dernière, où on a lancé excessivement des gaz lacrymogènes pour disperser peut-être environ 2000 personnes qui sont mobilisées pour exiger peut-être la liberté d'expression, la liberté de presse au Togo. Vous avez vu ce qui s'est passé le samedi dernier. Ce à quoi on a encore assisté hier, ça démontre à suffisance que nous ne sommes pas dans un état de droit. Ça me confirme que nous sommes dans une dictature, dans un régime qui n'a rien à voir avec le droit. Donc, il faut brutaliser les populations, il faut réprimer les populations, il faut les tuer s'il le faut. Et l'essentiel, c'est qu'on maintienne le pouvoir et on évolue et puis, bon, basta. Malheureusement, c'est le constat qui est fait. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire une autre analyse? C'est-à-dire que exprimer autrement, n'est-ce pas, son désaccord face à une situation, même si le régime presse, on peut exprimer autrement son désaccord par rapport à tout ce qui se passe? Non, exprimer comment? Personne n'a claqué le doigt pour que les gens sortent. C'est leur façon à eux. Parce que ça a été toujours comme ça partout. Cette vérité des prix là dont on nous rebat tout le temps les oreilles. Oui, si, puisque ce matin, oui. Excusez-moi de vous le dire, mais ce matin, il y a des papiers sur lesquels donc il y a une comparaison des prix des produits pétroliers dans la sous-région, voilà, à la date d'hier. Donc au Bénin, on nous fait comprendre, je prends juste un seul produit, le super samplon. Au Bénin, le super samplon est à 500 francs. Au Burkina Faso, il est à 602 francs. En Côte d'Ivoire, il est à 570 francs. Au Mali, c'est à 694 francs. Au Niger, 540 francs. Au Sénégal, 695 francs. Et au Togo, 524 francs. Alors vous comprenez qu'à part le Bénin, seul le Togo pratique le bas prix pour le super samplon à la pompe. Oui, une belle question. Permettez. Une belle question. La question de savoir également sur la base du SMIC. Non, quand on va acheter chez les Arabes là, attends, on ne prend des SMIC. Je pense. Bon, allez-y. Quand on va acheter chez les Blancs, on ne parle pas des SMIC. Non. Vous avez dit à part le Bénin. Oui. Donc ça veut dire que le Bénin fait les prix pratiqués par le Bénin sont moins que les nôtres. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Oui, mais jusqu'à il y a 2 jours, le Bénin à 500. Nous sommes sur le même littoral. Oui. Le Bénin ne va pas acheter son carburant ailleurs, ou bien qu'il pose la question au Bénin, où est-ce qu'ils arrivent à acheter leur carburant, et autant ils vont aller acheter là-bas pour qu'on ait ces prix-là. Vous savez, on nous a dit que c'est à chaque 3 mois qu'on est censé. Quand on fait le stock, c'est 3 mois après. C'est vrai. La dernière fois, il s'est posé une situation, il y a eu augmentation. Est-ce que la population était sortie? Non. Moins d'un mois, ou bien quelques semaines après. Non, un mois précisément. C'est le 27 janvier qui a eu lieu donc la première augmentation cette année. Et maintenant, est-ce qu'on a franchi les 3 mois pour qu'il y ait encore une augmentation? C'est ça. Les populations ne sont pas aussi naïves que certains voudraient le croire. Et quand on va vouloir vous expliquer là,
c'est le cafouillage total. Vous n'arrivez même pas à percevoir une certaine vérité dans celui-là qui vient tenter de se justifier, de justifier l'injustifiable. Ça ne se fait pas. Est-ce qu'on vous a une fois convaincu quand une première autorité, un membre du gouvernement vient à justifier ce qui s'est passé? Ça ne passe pas. La personne met les choses sans dessus, sans dessous. Ça veut dire qu'on cherche le petit raisonnement pour justifier, mais on n'en trouve pas parce qu'il n'y a pas matière. Les populations connaissent. Nous tous, quand même, quand on capte nos postes téléviseurs, on voit un peu le prix du Brent et tout ça. Là, on ne va pas nous dire, est-ce que les Béninois n'achètent pas leur carburant en dollars? Je crois que c'est le prix. Quand on nous dit que le dollar connaît une certaine flambée, les Béninois, c'est pas ceux qu'ils commandent leur stock. Donc, qu'on cesse d'agresser l'intelligence des Togolais. Quand le jour où on cessera d'agresser l'intelligence des Togolais, je crois qu'il y aura cette osmose-là entre la population et les dirigeants. Et tenez-vous bien, hier, le communiqué qui a été lu par le directeur de la télévision, je crois que si on n'avait rien à dire, on devrait se taire. Sans aucune compassion. On n'a même pas senti cette compassion-là. Alors que quand il y a des situations qui se passent ailleurs, il y a mort. Donc nous nous empressons de marquer notre compassion et notre solidarité avec ces gens. C'est des gens qui sont morts. Tant au niveau des forces de l'ordre, il y a eu des blessés. On pouvait quand même dans ce communiqué-là souhaiter prompt rétablissement à ces forces de l'ordre-là qui sont allées maintenir la sécurité et qui ont connu des dommages. Dans le communiqué du gouvernement, il a été bien dit que le gouvernement regrette le décès et que souhaite prendre guérison à ceux qui sont blessés. Mais vous avez suivi le communiqué lui par je n'ai nulle part senti cela. Il n'y a aucune compassion. Et même Jerry Tama aussi l'a souligné. Je ne sais pas si par après, ils ont rétro-pédalé pour corriger la chose. Hein. Je ne sais pas si c'est les mêmes communiqués que nous avions. Donc je souhaiterais quand même que, franchement, ce n'est pas des bêtes qu'on est allé faire tomber, ce n'est pas des bêtes qui ont été, c'est des hommes faits de chair et d'os. C'est le même sang qui coule dans nos veines, au moins. La compassion, je crois que c'est ça qui nous différencie des Très bien. En tout cas, quand moi j'ai écouté le communiqué du gouvernement autour du journal de 22h30 à la télévision nationale, j'ai bien entendu une certaine compassion quand même dans le communiqué. Bon, il s'est passé la même chose que vous avez suivi à 20h, puisqu'il y a des changements des fois dans les choses. Oui. Non, Eric, je me réserve le droit de prendre ces informations qui sont diffusées ces derniers temps. Déjà, ça fait 2 heures de temps. Il y a des informations qui circulent, qui demandent à la population de se mobiliser. Il y a d'autres qui disent, attention, si vous allez, vous allez vous retrouver avec des dégâts, tout et tout. Et c'est dans ces sillages-là également qu'on commence par diffuser donc, un certain nombre de tableaux, comme quoi c'est le prix de ces produits dans les pays limitrophes, dans la zone, ainsi de suite. C'est une communication au niveau du gouvernement? Je ne sais pas trop. Mais moi, je dis qu'en tant que communicateur, je porte tellement de gants avant de tenir compte de ces informations-là. Mais si tant est que ces informations sont avérées, c'est là où moi je reviens sur le développement que je voudrais quand même apporter dans un premier temps. Vous parlez du Bénin dont le prix est à 500 francs CFA, super sans plomb, bien sûr. Comparé au Togo, ça fait 624 ou je ne sais pas. Oui, c'est ça. Voilà. Et au Burkina Faso, ça fait 602 francs. Et en Côte d'Ivoire, ça fait 670 francs. Je m'en tiens là peut-être. Mais le développement que j'aimerais quand même faire tout à l'heure, c'est compte d'un certain nombre d'éléments. Vous prenez par exemple le Bénin. Lorsque vous augmentez le prix des produits pétroliers, automatiquement, je fais observer tout à l'heure que pratiquement le prix des autres pays flambe sur le marché. Maintenant, quel est le SMIC qui est pratiqué au Bénin par rapport au SMIC qui est pratiqué au Togo? On doit tenir compte de ça? Forcément. Nous sommes aujourd'hui en matière d'économie. Et lorsque vous parlez de l'économie, vous ne pouvez pas ignorer ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Parce que ce que vous avez peut-être hier est bien avant l'augmentation. Parce que quand on parcourt le communiqué du gouvernement, le gouvernement togolais nous renseigne que jusqu'à la dernière augmentation, là, l'État a subventionné le carburant au Togo à hauteur de 2 milliards de francs CFA. C'est quand même beaucoup. C'est ce qui est dit. Oui, mais à un moment donné, on a demandé à l'État de ne plus subventionner. Oui, c'est ce que. Et c'est là où il a été demandé. Refusé. Attends, c'est là où il a été demandé de mettre sur pied un comité. Un mécanisme. Dont on a dit vérité des prix. Vérité des prix. À ce que les acteurs également, les associations de consommateurs, tout soient impliqués dedans. Mais qui fait quoi, ainsi de suite. Je pense que sur la base de ce comité-là, on peut voir clair et porter même l'information aux citoyens, aux consommateurs, bien avant la prise de décision de pouvoir augmenter. Mais dans le cas d'espèce, ça n'a pas été fait. On ne sait pas comment ça se passe. Et c'est là où moi je dis que, par exemple, si c'est quelqu'un qui gagne, par exemple,
comme SMIC, 65 000 francs, 70 000 francs au Bénin ou au Burkina Faso, où on a augmenté peut-être le prix du pétrole à la pompe à 602 francs. Comparativement, c'est quelqu'un qui gagne au Togo 35 000 francs de francs comme SMIC. Au même moment, on augmente au kit de 400 et quelques pour remonter à 624 francs le prix d'un litre d'essence à la pompe. Je pense que vous analysez, automatiquement, celui qui vit au Togo perd pratiquement son pouvoir d'achat. Et lorsque vous analysez de telles situations, il faut tenir compte de certains nombre d'éléments qui sont des éléments fondamentaux, notamment le pouvoir d'achat en matière économique. Donc, on peut prendre une décision d'augmenter. Mais là, au même moment, il faut penser la fluctuation. Je n'en disconviens pas. Il faut penser aussi à augmenter le salaire des consommateurs. Il faut penser aussi à augmenter le SMIC. Le gouvernement togolais, des mécanismes d'accompagnement. Oui, ça peut se faire également. Au-delà de tout. Voilà là où se pose le problème. D'accord, oui, Tchakala. Mais cette augmentation, vous savez tout ce que cela peut induire sur toute la chaîne de production et de consommation. Oui, ça commence depuis hier déjà. Absolument. Avec les étudiants qui ont augmenté le prix. Il n'y a plus de tarif de 200 ou chose. Non. On vous dit que non, mais vous n'êtes pas au courant que le prix de ça a augmenté. La revendeuse de charbon qui va chercher son charbon à Ngotché ou à Palimé va augmenter. Les sacs de maïs qu'on va chercher dans les zones de production agricole. Parce qu'entre-temps également, les chauffeurs aussi ont augmenté. Donc vous voyez, et au même moment, les salaires sont statiques. Et je vais aussi titiller le gouvernement par rapport à la communication qu'il produit. C'est une communication désastreuse. Vous savez qu'en créant une telle situation, ça peut donner suite à des tristes situations que nous avions vécues. Les gens... Vous êtes sûr que le gouvernement... c'est que ça absolument peut... Mais il y a une façon de rendre cela. Jusqu'à hier, on voit les Togolais... Mais quand vous l'étouffez, quand vous conduisez le Togolais jusqu'à son dernier retranchement, même une bête, quelqu'un que vous dépassez, mais tout le temps vous vous levez et vous l'agressez, qu'il ait raison pas, mais c'est votre mot qui compte. Mais à un moment, il va se braquer, il va se dire, mais tiens, je ne peux plus. Qu'est-ce que ce monsieur-là veut que je fasse? J'ai tout fait, mais je continue toujours par subir ces assauts. Donc c'est ça. C'est pourquoi ça a été spontané. Cette révolte-là, elle s'en irait de façon évolutive si on ne prend pas garde. Avant de passer à une telle action, je crois qu'il faut essayer de sensibiliser, de passer à une phase d'information. Il faut informer. Pourquoi doit-on augmenter maintenant? En l'espace d'un mois, il y a eu 2 augmentations. Il faut passer par cela, par cette information-là. On ne peut pas rester là et un jour, bon, les Togolais ils sont bons à subir, les consommateurs sont bons à subir. On reste dans un bureau et on sort un communiqué que voilà, tant. Non, ça ne se passe pas. C'est grave. Si on prend en compte les préoccupations du Togolais, comme on le dit, on passerait par des moyens plus subtils. Et là, la population, le consommateur, sera que, non, au moins, avant que ça ne soit fait ainsi, on a eu quand même à nous donner des explications. Ces explications, qu'elles tiennent ou pas, on nous a quand même considéré en nous disant que non, voilà, par rapport à telle situation, par rapport peut-être à la subvention qui peut-être grève un peu les caisses de l'État, alors qu'il y a d'autres charges à mener. Donc voilà, le gouvernement est obligé. Mais tout est aujourd'hui dans la communication. Non, la communication, elle est banale, elle est bancale, elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. Si la communication n'était pas banale au sein du gouvernement, un ministre de la République n'irait pas dire quelque chose chez les partenaires en Allemagne, alors que la réalité en interne, au niveau du ministère de l'administration territoriale, elle est tout autre. Donc ça veut dire qu'il y a cette cacophonie-là, cette dissonance-là, n'importe qui se lève et fait ce que bon lui semble. Donc nous ne sommes pas dans une jungle. Alors aujourd'hui, on a remarqué, peut-être pour étouffer d'éventuelles manifestations de rue, qu'à différents carrefours, dans plusieurs quartiers de Lomé, il y a des forces de l'ordre et de sécurité qui sont postées, minimum 3, 6. Ça a réussi quand même jusqu'à l'heure où on est à l'antenne à dissuader d'éventuels manifestants. Bon, à dissuader, bon, je ne sais pas, je ne saurais le dire parce que nous avons également appris qu'actuellement au niveau de la morgue, il y a une forte mobilisation là. Au niveau de la morgue, parce qu'on a cherché certains parents ou bien les parents ou les amis
de la victime d'hier. Donc on cherche à récupérer le corps, c'est interdit. Donc il y a une forte mobilisation là, les informations nous parviennent. Bon, en dehors également, au niveau d'accueil également, on a appris également pratiquement les mêmes informations. Ce qui veut dire, même, j'ai passé par certaines zones tout à l'heure, peut-être avant de venir ici. Moi je vois des regroupements de jeunes un peu partout. Je sais pas ce que la journée sera faite. Mais au-delà de tout, moi je ne pense pas que c'est ça la meilleure solution. Je pense que le gouvernement doit s'asseoir et réfléchir et trouver une solution idoine. Le gouvernement doit revenir sur sa décision. Forcément, parce que vous ne pouvez pas toujours chercher à compresser un peuple. Un peuple, c'est un ensemble qui est difficile peut-être à maîtriser. C'est un baobab. Vous allez peut-être avoir l'impression qu'aujourd'hui, bon, ce peuple est pacifique, le peuple ne dit rien, on prend des dispositions, on prend des mesures, on les mate, et ainsi de suite. Mais la réaction d'un peuple est toujours surprenante. Moi, je vous rappelle, je le dis d'habitude, avant que Blaise Compaoré ne soit chassé du Burkina Faso, moi j'étais à Ouaga, je discutais avec les gens, mais vous ne pouvez pas comprendre que est-ce que c'est vraiment un peuple ça. Mais ce qui est dit, qui est sorti dans les bouches, c'est quoi? Le jour où Blaise Compaoré va tenter peut-être de modifier l'article 35, là, ils ont toujours tendance à dire, voilà, le jour-là, il va sentir garçon. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Ça vous dit que, à un moment donné, vous avez l'impression que, attention, on peut prendre des décisions qu'on veut, à tout moment qu'on veut, et ce peuple-là ne réagit pas. Le jour où le peuple va se lever, le peuple va vous surprendre. C'est là où moi je dis qu'aujourd'hui, et à force de peut-être positionner les corps habillés un peu partout dans la ville, tout au niveau des carrefours, n'est pas la meilleure solution. Parce que si la mobilisation est tellement, c'est pas grande, c'est difficile peut-être pour ces corps habillés là de les contenir. La preuve en est ce qu'on a vu hier. Très bien. Olivier, bonjour. Merci bonjour de nous avoir rejoints. Quel est votre avis sur le sujet de l'augmentation des prix des produits pétroliers et les violentes manifestations qu'on a vues à Lomé hier? Bon, mais excusez d'abord pour ce retard. Très long retard. Très grave retard. Non, je crois que je vous écoutais donc quand je venais. C'est de l'indignation. Il faut condamner donc la chose parce que d'abord sur le plan même donc de cette augmentation, le principe n'est pas acceptable parce que en l'espace d'un mois, on ne peut pas faire cette augmentation sans expliquer donc les raisons, sans motiver donc cette augmentation. Vous savez, lorsqu'on mettait en place ce mécanisme de vérité des prix, on avait bien dit qu'il y aura plus de communication quand on augmente ou quand on diminue. Que les Togolais, le matin, constateront simplement à la pompe. En réalité, le mécanisme n'a jamais marché. Depuis 2 ans, le mécanisme n'a pas marché, sinon on a constaté entre-temps des baisses constitutives qui sont arrivées jusqu'à 30 et moins, donc $30. Oui, mais le mécanisme n'était pas automatique et ça a remis en cause tout ce qui nous avait été dit. Donc aujourd'hui, il faut aussi peut-être rappeler que le gouvernement, certes, a fait des diminutions, au moins 3 ou 4 au cours des mois derniers. 2016, donc en 2016. Mais je crois que quand on fait la comparaison entre le prix du baril aujourd'hui et les augmentations, il y a comme un problème. Bon, mais quand moi j'ai fouillé, en réalité, le gouvernement a un problème de communication. Peut-être que c'est fait sciemment ou je ne sais pas trop, mais... Quel est l'intérêt du gouvernement à faire soulever les populations? Non, pas fait soulever, parce qu'on sent qu'il y a de l'amateurisme. On s'est rendu compte qu'il y a c'est impopulaire. Oui, il y a de l'amateurisme au niveau de la communication du gouvernement. Il y a un problème. Le FMI est derrière l'État togolais, faisant pression à ce que l'État arrête de subventionner un certain nombre de produits dont le carburant. Et ça fait des années que ça dure. Et selon mes dernières informations, le Togo a des difficultés donc de caisse et le FMI est là comme pompier pour pouvoir aider le Togo à faire face. Donc, ils ont exigé à ce que le gouvernement fasse un effort pour arrêter la subvention. Donc, le gouvernement a dégagé entre 5 et 10 milliards pour subventionner au cours de toute l'année. C'est ce qui a été inscrit, du moins, dans le budget. Mais en 2 mois, en l'espace de 2 mois, on se retrouve avec 2 milliards. Si vous multipliez ça par 12, donc vous dépassez largement le seuil. Donc, et il a été décidé, enfin, donc, d'équilibrer les choses en augmentant. Mais au-delà de tout, il faut quand même un travail de sensibilisation et de communication terrible. Parce que quand vous faites l'adéquation, ou bien en tout cas la comparaison entre le pouvoir d'achat du Togolais lambda et cette augmentation, il y a comme un déphasage. Donc, il faut quand même expliquer la chose et aussi
avoir des mesures d'accompagnement, parce que aujourd'hui, je vous assure que la vie est si difficile que on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé un jour. Alors, on comprend finalement, selon vos informations les dernières, que entre le peuple togolais, le FMI, le pouvoir de Faure Gnassingbé a choisi l'institution de Bretton Woods. Absolument. C'est sur cet aspect même que je vais revenir. C'est pas le FMI et la Banque mondiale qui gouvernent le pays. Les Togolais, le peuple. Mais c'est eux qui nous donnent de l'argent et après on rembourse. Hein. Et alors? Mais il y a des réalités qui sont internes à nous. Quand on vous dit de faire quelque chose, vous êtes mon bailleur de fonds, vous me donnez de l'argent, vous me donnez des instructions, sachant que si en le faisant, je risque de créer un grand péril en interne. Je ne vais pas le faire. Je vais faire valoir ma souveraineté, même si je n'ai pas l'argent. Ben, c'est ça, c'est justement ça le problème. Vous n'avez pas la bourse. Et c'est mort. Et tous ces dégâts-là qui ont été enregistrés, qui va endosser la responsabilité? Ce n'est pas le FMI, encore moins la Banque mondiale. Mais c'est le gouvernement, ceux sur qui nous avons porté nos choix. Donc, on peut vous dire de faire ci, parce que, en faisant, vous dites non, face à nos réalités, on ne peut pas le faire. Donc, ça c'est clair. Il me semble que c'est facile à dire comme ça. Hein, mais quand vous serez à la tête d'un pays, ça devait être compliqué. Non, gouverner, c'est prévoir. On ne va pas tout le temps aller faire le bon vouloir. Il y a des pays qui ont quand même tenu tête à ces institutions de Bretton Woods. Parce qu'il y a des réalités en interne qu'on ne saurait taire. Mais quand on veut faire plaisir au FMI et tout ça, là, en même temps on est en train d'embraser le pays, ça rime finalement à quoi? Non, la souveraineté du Togo passe par là. On vous dit de faire ci, vous dites que non, on connaît un peu la susceptibilité des Togolais. Si on le fait, ça risque de dégénérer. Et là, on ne le fait pas. Bien. On a fait tous ces dégâts-là. C'est le FMI qui va venir payer tout ça là, les morts, là, les deuils là. La pierre est lancée en direction de qui? En direction du gouvernement. Donc il faut savoir quand même. Alors on a encore 35 secondes avant de rendre l'antenne pour le journal. Oui, moi je voudrais également revenir sur un autre aspect qui est tellement capital. C'est-à-dire que sur la question même de la subvention de l'État par rapport à ces produits, et que aujourd'hui les institutions de Bretton Woods demandent à ce que cela arrête les subventions. Maintenant, je pense qu'à ce niveau, il faut se poser également des questionnements. C'est parce que l'État a tellement fait des emprunts qu'à un moment donné, bon, le gendarme est derrière, il vous somme. Donc, on a dépassé le seuil. Voilà, donc vous êtes obligé de relever. Alors que le rôle régalé également de l'État, c'est de veiller au bien-être des populations. Dans le cas d'espèce, quels sont les efforts qui sont faits par le gouvernement à ce que le peuple ou les populations puissent vivre mieux? C'est la question. Aujourd'hui, vous abordez les techniciens et vous diront que le coût du baril, à l'international même dont on parle, l'État, le gouvernement togolais, tourne autour de $53 US. Oui. Ce qui suppose que je m'inscris toujours dans la logique que l'État a toujours subventionné. L'État a toujours subventionné, mais avant, le coût est élevé. Ce n'était pas à $53 US. Mais c'était plus élevé et l'État subventionnait. Mais on n'en arrive pas à ce stade-là. Mais aujourd'hui que c'est diminué et qu'au même moment, il n'y a pas de raison d'augmenter. Mais on estime qu'on a toujours augmenté, on a toujours subventionné. Et que voilà, aujourd'hui. Alors, vous ne croyez pas à la subvention de l'État? Non. Au-delà de tout, moi je pense que l'État marque tellement de l'argent dans sa cagnotte et qu'il peut passer par tous les moyens peut-être pour remplir les caisses de l'État. Il semble que depuis quelque temps, c'est l'État qui commande maintenant le carburant. Ce ne sont plus les transporteurs comme c'est avant. Si vous voulez, après la pause et le journal, on va revenir encore sur juste un petit aspect avant d'aborder d'autres sujets inscrits au débat, comme l'Office Togo des recettes qui a un nouveau patron depuis hier, Kodjo Adedje, qui remplace donc le Rwandais Henri Gaperi, viré, comme écrivait donc lundi dernier le confrère Courrier de la République. À tout à l'heure. Taxi Presse. Deuxième partie de Taxi Presse avec Justin Ananiche, l'administrateur du site togovision.com, Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, et Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse. Olivier, on évoquait avant la pause la situation qui régnait à Lomé hier, suite donc à l'augmentation des prix des produits pétroliers. On apprend il y a un moment que les villes de l'intérieur aussi sont en ébullition, on va dire. Oui, en réalité, c'est l'incurie au niveau de la communication du gouvernement
qui a causé tout ça. Moi, j'estime qu'on pouvait éviter tous ces mouvements et ce mort, donc, qui n'a été que gratuit. Parce que je ne sais pas, et beaucoup de personnes le disent, ce que viennent chercher des armes dans une manifestation, qu'elle soit spontanée ou non, parce que la manifestation spontanée, elle est aussi prévue par la loi. Donc, sur les manifestations de 2011. Et elle peut être encadrée. Donc, ça veut dire que nos forces de sécurité sortent maintenant avec des balles réelles? Oui, non, on a fait appel à des forces de deuxième ordre, de troisième ordre, parce que les militaires n'encadrent pas des manifestations, sauf si il y a débordement, ou du moins que la police et la gendarmerie sont débordés. Donc, je ne savais pas si hier c'était aussi sérieux que la police n'a pas pu contenir, la gendarmerie n'a pas pu contenir, et que ce soit les militaires et puis c'est la brigade d'intervention rapide. Oui, bien sûr, ce sont les militaires qui sont sortis au niveau d'Agoué. Donc, il faut quand même aussi que le gouvernement arrive à expliquer cela. Et ce silence jusqu'au maintenant aussi, ça frise un peu de mépris en fait, parce que devant une telle situation qui a conduit à mort d'homme, normalement, aujourd'hui, on devrait avoir au moins 2 ou 3 ministres qui seraient montés au créneau pour expliquer les tenants et les aboutissants dans les circonstances dans lesquelles notre compatriote a trouvé la mort, et le ministre des Transports et la ministre du Commerce devraient donc expliquer aussi les raisons de l'augmentation des prix des produits pétroliers, etc., pour pouvoir faire baisser la tension. Mais, étant donné que le gouvernement est silencieux et ne fait pas cas de tout ce qui s'est passé, je crois que ça va encore être un élément de plus qui va révolter les gens. Alors, on comprend qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, on nous apprend qu'il y a certaines villes qui sont aussi un petit peu en ébullition. Chakala. Non, notamment. Des mécontentements viennent se greffer sur d'autres qui existaient déjà. Quand on prend un peu le désordre qu'il y a au niveau du système éducatif, depuis la rentrée, les élèves ne vont pas à l'école. Les parents ne savent pas où mettre la tête. Comment est-ce que l'année va prendre fin? Ça avait déjà créé des ressentiments. Et aujourd'hui, on vient encore, comme si cela ne suffisait pas, augmenter les prix. Donc, c'est dit que, vous êtes bon à subir et subissez. Donc, je crois que c'est la parade de trouver ces manifestations spontanées. Et puis, ça fait effet de contagion. C'était Lomé. Et, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais je crois qu'en communiquant, en allant communiquer de façon responsable, et pas aller provoquer les gens, pas aller se montrer arrogant, comme on en voit souvent. Non. Certaines fois, quand on va pour dissiper certaines situations qui ont lieu, il faut savoir tenir le bon langage. Un langage qui apaise les cœurs, un langage qui montre que, l'autorité qui allait... Parce que justement là, vous appelez le gouvernement à prendre, n'est-ce pas, les médias, à s'expliquer de façon responsable. On ne va pas là-bas pour se montrer. Encore des ministres que vous direz qu'ils auraient dû se taire. Mais quand tu vas et tu ne dis rien, tu dois te taire. Si on t'envoie pour aller apaiser, que tu vas, tu te constitues en pyromane, tu actives le feu là, c'est que tu n'as pas bien fait ton job. Donc, il faut un langage qui apaise les cœurs, un langage qui puisse amener les populations à comprendre que non, les ministres même souffrent de cette situation. Donc, mais par rapport à certaines contingences, le gouvernement est obligé d'aller à cela. Donc, mais on ne voit pas tel cas, et c'est le mépris que cela peut... Alors, la constance ce matin, c'est que le gouvernement maintient sa décision. Même si elle doit évoluer, pour l'heure, les prix tels que fixés hier restent-elles? Non, moi je pense que le gouvernement doit faire marche arrière. C'est sérieux. Parce que telle que la situation se présente à l'intérieur du pays aujourd'hui, et je vous faisais cas également de la mobilisation par endroit au niveau de la ville. Oui. Et ce ne sont pas les corps habillés qui sont positionnés un peu partout qui vont dissuader qui que ce soit, à mon sens. Donc il va falloir que le gouvernement puisse revoir sa copie par rapport à cette décision. Et je l'avais également expliqué tout à l'heure, comme quoi, si le prix du baril à l'international, comme le gouvernement peut-être cherche à le faire croire, est à $53, 53, 55 au Massi. Donc vous faites le calcul sur cette base-là. Au pire des cas, on ne peut pas vendre le carburant au niveau de la pompe à ce prix ou à ces prix-là qui sont communiqués. Donc au Massi, on peut se trouver autour de 3,50 voire 400 au Massi.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a l'obligation de diminuer les prix. Donc, si tant est que le gouvernement cherche, ou le gouvernement cherche peut-être à une volonté d'apaisement, je pense que c'est dans ce sens. Mais ça me ramène également à l'autre questionnement par rapport à la situation des élèves que nous observons. Et par endroit également, les élèves sont encore sortis dans certaines zones par rapport à cette situation. En résumé, c'est comme si c'est un gouvernement qui n'a plus de repères et le gouvernement qui a promis peut-être rentrer, c'est pas positionner ce mandat comme un mandat social, mais la situation donc, à laquelle nous vivons aujourd'hui dépasse les entendements. Donc ça fait tellement du ridicule. Et c'est là où moi je dis que lorsqu'on n'arrive pas, on n'est pas en mesure peut-être de satisfaire les besoins des populations, en ce moment-là, on peut rendre le tablier. Alors justement parlons des enseignants et ces mouvements de grève qui sont annoncés ici et là. Il y a la CZ qui a annoncé des mouvements de grève. Il y a la FESEN qui s'ajoute au lot. Et il y a désormais les professeurs de sport aussi qui annoncent des mouvements de grève. Et depuis lundi, nous constatons qu'à l'intérieur du pays, les élèves sont dans la rue. Avec cette histoire d'augmentation du prix des produits pétroliers, on comprend, Olivier, que, comme le confrère Libération l'a écrit, le gouvernement est acculé de toutes parts. Oui, je crois que le Front social est en ébullition. Et à mon sens, c'est aussi paradoxal que au même moment, le chef de l'État donc parlait ou bien a mis ce mandat sur le sceau du social, le signe du social. Et en réalité, c'est actuellement donc qu'on devrait peut-être sentir une amélioration dans la situation, donc les conditions de vie et des Togolais. Et on devrait sentir une amélioration dans beaucoup d'autres choses. Bon, peut-être il y a des projets, le PUDC et le PGC, il y a plein de projets par rapport à ça, mais ce ne sont pas des projets qui ont une incidence directe et immédiate plutôt sur le niveau, la situation donc des Togolais. Et il faut aussi rappeler peut-être à la décharge du gouvernement que il y a eu la détaxation dans certains produits de première nécessité, mais on a l'impression que on reprend ce qu'on a donné de la main droite, on le reprend par la main gauche. C'est-à-dire, lorsque vous faites une certaine détaxation et même vous ne vous êtes pas assuré que c'est effectif sur le marché, que les gens, donc les vendeurs sur les marchés appliquent réellement donc cela, et au même moment vous augmentez le prix de l'essence, c'est contraindre les gens donc à la pauvreté la plus donc criante. Et il faut dire que vraiment il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme, parce que l'éducation et voilà donc l'administration, d'autres secteurs de la vie ils ont des problèmes, et il faut que le gouvernement s'attelle à cela au lieu de prendre encore des mesures qui risquent ou bien qui sont en train de verser de l'huile sur le feu. Alors, les élèves aussi sont dans la rue, à l'intérieur du pays. On nous apprend que la situation est un petit peu aussi terrible au niveau de la ville de Kara. Ça veut dire que le Front social, comme Olivier le disait, est en ébullition d'une certaine façon. Non, ça appelle des gouvernants une réaction prompte. Absolument, c'est en ébullition. S'il y avait un mot plus fort pour exprimer cela, on l'aurait utilisé. Parce que quand on laisse des situations pourrir, c'est comme ça, on n'arrive plus à les récupérer. On a laissé faire. Parce que les problèmes aujourd'hui qui engendrent cette situation au niveau des établissements du pays, ce n'est pas des problèmes qui datent d'hier. Et encore moins de cette année, de l'année 2016. C'est des problèmes qu'on a laissés pourrir. On a cru que le temps arriverait à bout de tous ces problèmes légitimes soulevés par les syndicats et fédérations de syndicats. Mais rien n'est fait. Les gens sont restés intrépides. Entre-temps, on a voulu diviser ces syndicats-là. On a voulu coopter certains pour passer par eux et puis casser la dynamique qui est en cours. Mais ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que les gens sont intrépides. Ce que les gens réclament, tous se reconnaissent en cela. Dapaon, Kara et toutes les villes. Donc l'ébullition et les manifestes, il appartient aujourd'hui au gouvernement de prendre les mesures urgentes, les mesures d'apaisement. Combien ça coûte?
Si on dit que bon, il y a subvention de 3 milliards, de 2 milliards, donc on ne peut pas faire. Les enseignants, ils réclament combien? C'est des gens responsables, c'est des gens qui ont un certain niveau. Ils réclament 100 francs, vous n'avez pas 100 francs à leur donner. Appelez-les de façon responsable. Et il faudrait que cela soit fait de façon sincère aussi. Parce qu'il ne faut pas accepter faire des concessions rien que pour desserrer les taux qui vous étranglent. Et après tout, vous n'allez pas vous sentir concerné par les engagements que vous avez pris. Il faut une certaine dose de sincérité. On a constaté que depuis quelque temps, quand ils sont dépassés, quand le gouvernement est dépassé, on appelle les gens, on fait semblant de négocier, de trouver des points d'accord. Mais aussitôt, cet accord trouvé, mais on ne se retrouve plus, on ne se reconnaît plus dans ces accords-là. C'est ce qui a créé cette frustration au point que les gens sont, ne sont plus prêts à concéder quoi que ce soit. Ils veulent des choses, ils veulent avoir immédiatement. Donc, demain, après-demain, ça ne passe plus. Donc, le gouvernement même est responsable de la situation qu'il a eu à créer, qui a effrité la confiance qu'il y avait entre lui et certains de ses partenaires. Alors, il va falloir quand même trouver une solution pour qu'on quitte cette situation morose, parce que pour la paix civile, ces foyers de tension qui s'ouvrent ici et là risquent forcément d'avoir un impact sur la société. Forcément. C'est là où moi je parle même de la démission de l'État vis-à-vis des préoccupations des populations. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que lorsqu'il y a un problème, vous cherchez peut-être à mettre en place un comité, une commission, vous discutez, vous arrivez à vous accorder sur un certain nombre de points, et puis au finish, vous refusez d'appliquer ce qui est convenu au cours des discussions. Et cette pratique-là, le gouvernement en a fait et que c'est devenu une habitude. On tourne les gens en bourrique. Et le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que les masques tombent. Et vous comprendrez aisément qu'au niveau de pratiquement de tous les secteurs, les gens ne sont pas prêts pour accorder les violons. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à un moment donné, on a démasqué ceux-là qui sont là et ils ne font que tourner en bourrique. Et sans pourtant véritablement penser à trouver des solutions idoines pour des problèmes qui se posent dans la nation. Donc devant cet état de choses, je pense qu'il faut également se reposer la question autrement. Est-ce que véritablement, on a cette volonté-là de jouer le jeu, de faire en sorte que le rôle régalien qui revient à l'État ou les premiers responsables de l'État, c'est de veiller au bien-être des populations. L'État ne s'amuse pas quand même. Hein. Malheureusement, l'État ne va pas perdre son temps tout le temps à discuter avec des gens et qu'après derrière... Je n'en disconviens pas. Mais lorsque le problème se pose sur le terrain, il va falloir trouver des solutions. Tout à l'heure, Olivier disait qu'il y a un sérieux problème de trésorerie. Non, attention, voilà. Les caisses de l'État. Merci beaucoup. Mais il y a un sérieux problème de trésorerie. Mais au même moment, on se précipite pour organiser des sommets. Non. Ces sommets-là vont rapporter quoi? Non, les sommets, les sommets à venir. Oui, les sommets sur la sécurité maritime, peut-être que la page est déjà tournée. Oui. Mais il est annoncé d'autres sommets également, de la Goa et d'Israël et Afrique, dans notre pays. Oui. Et je pense que ça nécessite forcément des moyens pour en arriver. Donc je pense que quand on veut véritablement se poser les bases réelles, c'est d'abord de se poser les questions de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de proposer aux populations, qu'est-ce qu'il y a lieu peut-être de promettre aux populations afin que sur le plan social qu'on puisse avoir l'apaisement. Si on ne le fait pas parce qu'on court derrière peut-être l'organisation des sommets, ce qui coûte des milliards peut-être pour la nation, pour le contribuable togolais, et qu'au même moment, ces contribuables togolais sont dans les besoins et on refuse de les satisfaire, je pense qu'il y a problème. Bien. Oui, je veux rappeler quelque chose à ajuster à l'année. Les retombées du sommet sur la sécurité maritime, tu n'es pas au courant? Mais si Humbo est fait président ou bien directeur général de FIDA, on nous a dit, un ministre de la République dit que non, c'est parce qu'il y a eu ce sommet sur la sécurité. Où est-ce qu'on a dit ça? Non, il fallait suivre Pyramide la dernière fois. C'est ridicule ça. Le ministre Bawara l'a dit. Non, c'est ridicule. Et le peuple lambda... C'est les retombées du oui, c'est les retombées du sommet. Mais malheureusement, c'est ridicule ça. Quelques retombées. Parmi tant d'autres. Attention, c'est ridicule ça, je le dis, je réaffirme. C'est-à-dire que le peuple, le citoyen lambda, gagne quoi par rapport à l'élection de M. Humbo? Oui, l'image du pays. Et après, l'agriculture aussi. Et les élèves vont à l'école? Qu'est-ce qui se passe à Kara là? Qu'est-ce qui se passe dans les zones un peu reculées? Peut-être que Lomé n'est pas encore en ébullition. Peut-être sur cet angle-là. Parce qu'on a positionné un peu les corps habillés un peu partout. Mais à l'intérieur, nous avons les informations que ça pète. Est-ce que l'élection de M. Gilbert Humbo à la tête de FIDA, ça apporte quoi aux citoyens lambda? C'est là la question, le questionnement même. Il ne faut pas chercher toujours à faire croire que des gens sont des idiots. Un peuple n'est jamais un idiot, mais à un moment donné, il faut essayer de poser
de faire encore, de faire garder les raisons convenables pour faire évoluer la nation. Alors, on va aborder notre sujet donc, sur l'Office togolais des recettes. Le sujet a été évoqué d'abord par le gouvernement togolais ce samedi dernier en Conseil des ministres. On nous apprenait simplement la nomination du commissaire Adedje à la tête de l'Office togolais des recettes comme commissaire général par intérim. Et on aura appris plus tard que le Rwandais est bien nommé, contrairement donc aux premières informations. Et hier, la passation de service a eu lieu au siège de l'institution. Est-ce que c'est la preuve que ce que disent la presse ou les journalistes, je veux dire beaucoup plus depuis un moment, se confirme que ce projet a été mal ficelé, puisque si on débarque le premier responsable, ça voudra dire qu'il y a un problème en interne. Olivier. Non, je crois que pour les réformes, il faut prendre plusieurs en tout cas, éléments qui composent une bonne réforme. Il y a d'abord les hommes et aussi donc, les structures qui sont mises en place pour que ces hommes-là les gèrent. Et je crois que moi, j'ai été donc, pour la réforme de nos régies, hein, donc, en général, et parce que les arguments qui étaient avancés étaient pertinents. Il y avait des gens qui confondaient la caisse de l'État à leur héritage familial. Et en réalité, il fallait donc passer par là. Mais à l'arrivée, on se rend compte que la chose a été mal fignolée et a été faite dans la précipitation. Après, on se rend aussi compte que derrière l'OTR, il y a plutôt une clique de copains, de coquins qui ont décidé d'imposer cela pour certains avantages que nous ignorons. Donc aujourd'hui, on a imposé un étranger qui ne parle même pas le français ou qui fait semblant de ne pas parler le français. Oui, parce qu'il y a aussi des doutes là-dessus. Ah oui, bien moi j'ai l'impression qu'il a toujours... Jusqu'à une date récente, c'est un pays francophone. Jusqu'en 1994, le Rwandais était encore un pays francophone. Donc, et quand on dit qu'il est canadien du Québec, le Québec, là-bas c'est le français, on parle pas l'anglais. Donc, je suis étonné qu'il vienne ici, il fait son show, il ne parle pas anglais et qu'il faille payer. Il ne parle pas français plutôt, qu'il faille payer grassement un interprète pour interpréter ce qu'il dit. Je ne sais pas comment il lit, parce que les documents qui lui sont soumis sont des documents normalement qui doivent être en français. Donc vous comprenez que déjà même dans le fonctionnement de la personne, il y a des problèmes parce que l'efficacité ne peut pas suivre lorsqu'il faut faire tous ces efforts-là avant de comprendre ne serait-ce qu'un seul mot qu'on vous lance. Et je me demande, parce que la fiscalité c'est quelque chose de très technique, je me demande comment il s'en sort. Donc, s'il ne parlait pas vraiment français, et ça, je mets ça entre guillemets, si ce n'est pas encore une certaine façon pour détourner ou bien en tout cas escroquer le pays, parce que voilà, on doit payer l'interprète et grassement l'interprète. Donc, et il se fait accompagner par cet interprète. On ne sait pas comment l'argent là est géré après. Mais de toutes les façons, dans le fond, il y a un problème. L'OTR a été une très bonne réforme qui a été très mal fignolée avec des personnes qui ne pouvaient pas faire l'affaire, et aussi l'OTR s'est mise à dos les douaniers, le personnel qui était plus expérimenté. On a mis beaucoup dehors. Oui. Ceux qui sont restés aussi ne se sentaient pas à l'aise pour faire le travail, et les résultats sont là. On nous a présenté des résultats de 99% pour cette année. Oui. Mais je crois que chez nous on dit Akbadi, c'est-à-dire ce n'est que en réalité dans le fond la face visible. Au fond il n'y a rien, et voilà, de toutes les façons les preuves montrent qu'il n'y a rien, parce que la tête du premier responsable à la veille du débarquement de Abli Bidamon de la douane, on avait aussi publié des chiffres, la bonne santé financière de la douane togolaise. Et puis, quelques jours après, on a vu que Abli Bidamon a été débarqué de la douane. Et là aussi, c'est ce qu'on est en train de voir. Lundi, dans votre parution, Tchakala, vous nous informez que Gaperi a été viré. Le confrère l'Alternative hier disait que l'OTR et Gaperi, eux deux, c'est une escroquerie de l'État. Est-ce que vous tiendrez ce langage? Je dis comédie.
Oui, c'est une escroquerie grandeur nature. D'abord, avant d'arriver à la réponse à cette question, je dis que il y a une fâcheuse tendance qui est en train de naître au sein d'une certaine opinion de circonscrire le problème à Gaperi. Est-ce qu'il est au pays? Il n'est pas au pays. Non, le problème ne se résulte pas là. Gaperi est au Togo, il a fait passation. Ce n'est pas le problème. Effectivement, nous tous nous l'avons vu. Oui. Que les gens arrêtent de nous dire cela. Non, ça, on a dit non, ça c'est fini. On est en train de nous dérouter de l'essentiel en focalisant la chose sur la présence au Togo ou non de Gaperi. Le problème n'est pas là. Il faut se démentir ceux-là qui ont avancé. Une première information qui disait que Gaperi s'est enfui avec une bagatelle de 23 milliards de francs CFA. Non, ceux qui peuvent croire à ça. C'est fini cette information. C'est fini. Voilà. Maintenant, le problème, c'est Gaperi. Il a été viré. Moi, d'abord, la nomination de Gaperi à la tête de cet office m'a posé vraiment un problème de conscience et un problème de patriotisme. Je me suis senti choqué, mis mal à l'aise dans ma chair. Que ce soit un étranger à qui on vient confier une aussi grosse structure de souveraineté. Si c'est un nouveau... Les finances. Si c'est un nouvel instrument qui a été mis en place pour peut-être... pour pouvoir ratisser large au niveau des recettes, c'est bien. Mais est-ce que vous pouvez concevoir aujourd'hui qu'au niveau des forces armées togolaises, on soit à cette refondation et qu'on aille choisir un général béninois ou un général kenyan parce que maîtrisant une certaine refondation qui se sera opérée chez eux, viennent devenir le chef d'état-major général au Togo? Ça, tout à l'heure, le fait de porter le choix sur Gaperi, c'est la même chose. C'est la même chose. On oublie que c'est pas sur appel à candidature. Quelqu'un qui vient pour servir dans un pays où la langue officielle est le français. Ce monsieur a créé une barrière langagière avec ceux avec qui il est censé travailler. À moins qu'on ne lui ait dit de mimer qu'il ne comprend pas français. S'il a fréquenté... Non, si. Ça ne s'explique pas. Le Rwanda... Monsieur Gaperi, c'est pas un jeune pour dire que c'est depuis 1994 qu'il a commencé sa scolarité. Et entre-temps, on nous a dit que c'est un Canadien. Oui, il a fait le Québec. Québec, on parle deux langues là-bas, le français et l'anglais. Donc aujourd'hui, il ne peut pas nous dire, maintenant, quand on lui apporte les documents à signer, il faut qu'on traduise ça pour lui, ou bien c'est lui-même qui lit pour la chose. Donc franchement, c'est une escroquerie. L'OETR, franchement, on dit que c'est bien, mais... au bout du film, on se rend compte que c'est un épouvantail à faire fuir ce que disait les opérateurs Olivier, économiques. La réforme elle-même, elle est bonne. Oui, mais c'est la façon dont la réforme a été conduite. Mal ficelé. C'est la façon dont la réforme a été conduite, parce qu'aucun visage humain n'a été donné à cette réforme. On ne peut pas là aujourd'hui, le gouvernement s'est rendu compte de la supercherie, peut-être. C'est pour ça qu'on débarque Henri Gaperi. On met à sa place un Togolais. Oui, un Togolais aussi qui est comptable de ce qui s'est passé. Comment ça? Adedje et Gaperi et les autres là, c'est blanc, bonnet blanc. Non, Franchement, Adedje est comptable des résultats de Gaperi aujourd'hui. Quand on est sous quelqu'un et que cette personne ne fait pas bien, mais on se désolidarise de cette personne en démissionnant. Non, mais ils sont comptables. Non, ça peut se passer comme ça. Vous voyez un peu certaines sociétés, vous suivez les journaux sur le plan international. On dit que tel a démissionné parce qu'au niveau du sommet, les options du DG ou bien du PDG... Vous savez qu'au Togo, on n'a pas la culture de la démission. Ah, mais il faudrait que nous arrivions là-bas pour marquer un peu les esprits. On ne va pas tout le temps croiser les bras et se complaire à être les spectateurs passifs quand ça ne va pas à un certain niveau. C'est dramatique pour le pays et pour l'économie. Mais il faut revoir les tests qui ont créé cette terre-là. Ailleurs, quand on veut payer les impôts, on le paie le cœur léger. Parce qu'on se dit que non, ce que nous allons payer, ça peut servir à équiper nos hôpitaux, ça peut servir à construire des routes. Mais aujourd'hui, avec l'OTR, les manières de l'OTR, ça crée un certain braquage entre cet office et le contribuable togolais. Et puis, l'opacité. Quand on rencontre, cette année, l'OTR a mobilisé tant, ça a servi à faire ci et ça là, ça créerait un engouement quand on va pour payer sa devise. Et Dieu merci, Gaperi, en l'évincent de la chose, ça va
et amortir une certaine casse. Alors, Parce que les gens fuyaient pour d'autres horizons, Clément. Oui. Maintenant, si ces gens-là peuvent revenir, quand on va refaire les tests pour les adapter au contexte, aux réalités togolaises, je crois que c'est là qu'on peut-être on applaudirait que l'hôtel, c'est une bonne chose. Alors, Gaperi a été viré. La passation des charges a eu lieu hier. Désormais, c'est Adedje, même si c'est un intérimaire, Adedje, le fils du pays, qui prend l'office togolais des recettes. C'est que vous dites que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, tchakala. Alors, il faut se tourner vers l'avant, comme on dit. Les grands chantiers, le confrère Fraternité l'évoquait, réconcilier l'OTA avec les contribuables, mener une vraie lutte contre la corruption, assainir les dépenses, donc les finances publiques. Les défis sont costauds, là. Bon, je pense que mon confrère a écrit Gaperi est viré. Oui. Si quelqu'un est viré, ça suppose que le résultat attendu de la part de ce dernier n'a pas été comblé. Donc il est viré. Et mes confrères de l'alternative parlent de l'escroquerie. Moi, je parle de la tragicomédie qui se joue au niveau de l'OTR. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'on a annoncé tabou battant aux Togolais que la façon dont la gestion a été faite au niveau de la douane en matière de trésorerie et des impôts, il fallait joindre ou fusionner les deux institutions financières pour un objectif donné. Et c'est dans ce sillage-là que l'ex-ministre de l'économie et des finances, Ayasso, avec ses amis, ont passé par tous les moyens pour faire ramener Gaperi. Même si, entre guillemets, on nous parlait d'un appel d'offres ou de quoi qui a été lancé, la candidature, et puis au finish, le monsieur est débarqué au Togo. Mais il y a également l'autre questionnement sur lequel moi je n'arrive pas à avoir de réponse. Ailleurs, lorsque les journaux donnent des informations ou une allégation d'un fait donné, assassinat, détournement de fonds ou de quoi que ce soit, très rapidement le parquet ouvre une information judiciaire. Mais dans le cas d'espèces ou au Togo, on n'a pas cette habitude-là. C'est les journaux qui ont annoncé que 23 milliards ont été détournés. Je suppose qu'un journaliste ne peut pas... Non, ça c'est un site d'information. Hein. Je n'en juste combien pas. Un seul site d'information qui a écrit cette information-là, oui, justement. Je n'en juste combien pas. Personne ne l'a relayé, à part les réseaux sociaux. On parle de l'information. Oui. Et une information suppose que lorsqu'elle est arrivée dans la masse, ça suit son chemin. De bouche à oreille, ainsi de suite. Et nulle part, on n'a pas vu cette institution démentie. Comme quoi, ce qui est annoncé, ce n'est pas avéré, c'est une fausse information ou c'est une fausse alerte. Même au niveau du gouvernement, du ministère de l'économie et des finances, ça n'a pas été démenti. Et on en était là lorsque l'information circulait également que Gaperi aurait fui le pays, ainsi de suite. Bon, après, c'est le conseil des ministres communiqué, il est viré. Pourquoi je dis la tragicomédie? Parce que lorsqu'il était question de fusionner ces deux institutions financières, il était dit qu'au Togo, apparemment, que ce soit vous prenez au niveau de la douane, ceux qui dirigeaient la douane de façon classique dans le temps, j'ose croire que au-delà de M. Abli et Bidamon, c'est M. Kodjo et Adedje qui était le directeur général des douanes. Et au niveau des impôts, c'est Mme Ingrid Awade. Mais lorsqu'on cherchait peut-être à fusionner, on estimait que peut-être que les deux n'avaient pas les bagages nécessaires. J'ose croire. Et on était parti chercher un Rwandais, c'est pas canadien, Gaperi, arrivé au Togo. Mais Mme Ingrid Awade, c'est au niveau de la dossier, on lui a trouvé une place là, parce qu'imbibé dans une autre affaire dont je ne voudrais pas parler ici. Et puis, M. Kodjo Adedje, commissaire des douanes, chargé également des questions juridiques au niveau également de cette même structure lotière. On parle des réformes. Mais si, à un moment donné, on a estimé que ceux-là ne sont pas en mesure d'assumer le rôle primordial, le principal rôle. Commissaire général. Commissaire général, parce qu'il nécessitait... vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on ramène à Adedje aujourd'hui comme commissaire général. Voilà, s'il fallait positionner M. Adedje par rapport à sa compétence, parce que le gars, il est compétent, moi je le sais. Mais pourquoi ne pas le positionner avant, on a fait venir Gaperi? C'est là où moi je dis qu'il y avait une tragédie comédie qui se joue. Parce que ceux-là qui ont ramené Gaperi ont tiré normalement de profit par rapport à ce qui a été décimé. Et qu'on ne nous prenne pas comme des idiots. En 3 ans, il aurait ramassé un peu plus de 1 milliard de francs CFA. Les informations de la presse. Des milliards ont coulé. Je pense que nous allons continuer les informations. Vous me permettez, on va revenir ici pour en parler. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui dans un pays où
on se pose énormément de questions sur la gestion qui est faite du pays. Les problèmes sociaux sont là, on venait d'en parler. Il y a encore d'autres. Mais ceux qui sont au sommet s'en moquent. Des gens ont débarqué. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas trop. Ils sont aujourd'hui, beaucoup parmi eux sont des milliardaires. Et on confie la responsabilité aux gens de jouer le rôle, et qui est un rôle régalien. Être ministre de la République suppose que vous êtes serviteur. Vous n'êtes pas là pour pouvoir amasser des richesses. Mais malheureusement, c'est le constat qui est fait. Des gens qui ont construit un peu partout à l'extérieur du pays, dans la sous-région ou ailleurs. Donc, blanchiment d'argent ici et là. Mais quel est le rôle principal? Il n'y a pas une enquête qui a été menée. Oui, c'est là où moi je dis qu'ailleurs, si nous sommes dans une république normale, donc on peut ouvrir des informations judiciaires. Le parquet ouvre une information judiciaire sur les allégations de détournement de fonds. Parfait. Alors, Olivier, est-ce que ce n'est pas important aujourd'hui que l'autorité communique sur les raisons du débarquement d'Henri Gaperi? Tout à fait. Aujourd'hui. Non, je crois que c'est cet art-là donc, que nous reprochons, ou bien c'est ce que nous reprochons plutôt à l'autorité et au gouvernement. C'est-à-dire ils sont très très réchignants à communiquer sur les actions, donc leurs actions, alors que si je me trompe, ils sont au service du peuple, du pays. Et lorsque vous êtes au service de quelqu'un, vous avez une obligation. La première obligation, c'est de rendre compte, de faire des rapports à chaque fois que vous voulez prendre une décision ou poser un acte. Mais ici, c'est un peu difficile. On a l'impression soit qu'il n'y a pas de communicants ou de communicateurs, c'est selon, dans le pays, ou soit les gens refusent donc délibérément de rendre compte de leurs actions. Sinon, ça ne coûte rien d'expliquer au peuple ce qui a fait partie Gaperi. Et même ce départ-là, ce que ça peut induire comme conséquence sur le budget de l'État. Il a un contrat de 4 ans, son contrat, il n'a fait que 3 ans. Absolument, c'est comme dans le sport. Ça implique quoi? C'est comme dans le sport, quand vous avez un contrat qui n'arrive pas à terme et comme votre club donc met fin à votre contrat en cours de comment ça s'appelle, à cours de mandat si vous voulez, mais le club doit supporter et doit payer des indemnités. Donc c'est sûr que le Togo va verser des émoluments encore à Gaperi parce que le contrat était, il a écourté. Donc là, on doit aussi expliquer cela au-delà des raisons qui ont poussé le chef de l'État ou le gouvernement à mettre fin à la mission de Gaperi. Aujourd'hui, je crois que Gaperi n'est plus là plutôt. À l'OTR, il y a quelqu'un qui est là. C'est aussi une responsabilité ou un pouvoir régalien du chef de l'État de nommer donc quelqu'un, surtout comme c'est par intérim, à ce poste-là. Et c'est à lui d'accepter ou de ne pas accepter. Et au Togo, aujourd'hui, il a accepté. Je sais qu'on ne refuse jamais ces genres de cadeaux, entre guillemets. Donc, il a accepté, mais tout en étant conscient qu'il aura approuvé plus de choses que Gaperi. Parce que tous les Togolais savent maintenant que l'OTR, c'est vraiment un monstre. Un monstre, et que c'est ADD qui viendra donner un visage humain à l'OTR. Et comment il va le faire? Et les gens crient beaucoup parce que la pression fiscale. Est-ce qu'il pourra réussir donc à réconcilier l'OTR avec les contribuables? Non, je crois que c'est la grosse interrogation. On ne le jugera que sur pièce. On ne peut pas donc présager de cela. On attend de voir au fur des années surtout les mois qui vont arriver, comment ça va changer. Est-ce que les opérateurs économiques vont continuer par déserter le port autonome de Lomé, vont continuer par fuir le pays? Est-ce que les jeunes entreprises vont continuer par créer parce qu'on leur met la pression pour payer ou bien pour verser des taxes? Est-ce que les dames qui sont au bord de la route et qui n'ont pas un capital de 5 000 francs, on va leur demander de payer 30 000 francs par an parce que l'OTR doit remplir les caisses? Est-ce que ce sont des questionnements? Et c'est à DG de régler ce problème-là, parce que le ministre Sani Yaya lui a dit donc qu'il faut desserrer un peu la pression sur donc un certain nombre d'acteurs, et élargir, donc, ou bien en tout cas aller rechercher les niches fiscaux ou les niches fiscales, afin donc de remplir la mission, parce qu'on ne va pas prendre dans les poches des mêmes personnes et à chaque fois ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut aller chercher aussi d'autres qui ne paient pas et voir leur niveau. Et il y a l'évasion fiscale. On a parlé d'évasion fiscale. Oui. Le Togo est champion. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de milliards qui sortent de notre pays.
il faut faire un effort pour boucher ces trous-là et vous allez voir que les caisses de l'État vont être remplies. Alors, donc ça veut dire qu'on doit mener une lutte acharnée contre la corruption aussi. Alors, on se pose la question, est-ce que la tâche sera facile finalement pour ADG? Est-ce qu'on n'en demandera pas trop à la fin? Non, ADG a déjà donné le temps en disant que lui va marcher dans le sillage tracé par Gaperi. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est étonnant. C'est diplomatique. Non, mais il ne faut pas bluffer les gens, c'est diplomatique. Est-ce que le gars a bien fait? C'est sincère, il a donné le temps, il ne faut pas qu'on prête. Non, il a dit ce qu'il pense faire. C'est que Gaperi a fait bien, lui aussi il entend faire comme Gaperi, c'est clair. C'est vrai qu'hier, dans son discours, il a dit ça et ça fait tiquer. Ça fait tiquer, moi ça m'a fait tiquer. Si le monsieur avait bien fait, on lui renouvellerait encore le mandat. C'est lapsus peut-être. Lapsus? Lapsus, il n'a pas préparé la chose avant d'aller. Dans de rencontre, c'est toujours le langage diplomatique. Vous avez votre successeur qui est là, mais qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'il n'a pas bien fait? Non, au moins il peut nous faire économie de cette phrase-là que je vais continuer dans la chose. Ça veut dire que rien ne va changer. Si tant est que Gaperi avait fait bien, je crois qu'on lui aurait renouvelé. Il aurait fini son mandat de 4 ans et on lui aurait renouvelé un autre de 4 ans. Donc ça veut dire que moi je souhaite qu'il ne fasse pas comme Gaperi. Qu'il se donne lui-même ses propres moyens de revigorer l'OTR. Il est un Togolais, il connaît les réalités nationales et que sur cette base-là, il puisse ramener cette confiance-là, rétablir cette confiance-là, ce pont-là qui s'est effondré entre les contribuables et l'OTR. Donc je crois que le chantier, il est vaste, il est grand et en le faisant intérimaire, est-ce que ça ne casse pas quand même une certaine dynamique? Pourquoi il n'est pas commissaire général comme l'a été Gaperi, maintenant c'est un intérimaire. Est-ce qu'on est en train de chercher l'oiseau rare ailleurs? Est-ce que ça ne va pas un peu le liquéfier pour ne pas se donner à fond? Donc c'est tous ces paramètres-là qui me font. Non, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi par un processus, l'appel à candidature. Oh, jamais oublié ça. Donc, mais à la CET, il y avait appel à candidature. Maintenant, on a voulu lancer quelqu'un, on a dynamité tous ces trucs, appel à candidature, tout ça là. Vous savez, au Togo, c'est le même processus peut-être qui est enclenché au niveau de l'OTR. Au Togo, on commence bien à un moment. Bon, on laisse les choses se faire comme ça se faisait avant, tout à l'heure. Appel à candidature, si on a constaté, c'est pas une décision qui a été prise sous le coup des humeurs de quelqu'un. C'est un truc réfléchi. On a vu les performances de Gaperi et le bateau là où il va. Et on s'est rendu compte qu'il faut arrêter. Si tant est que on veut continuer dans la même logique que ce qu'il y avait, on aurait lancé un appel à candidature et on aurait recruté sur la base de certains critères, bien entendu, le nouveau commissaire général. On n'en ferait pas un intermédiaire, un intérimaire avant de penser à la chose. Donc, je crois que intérim d'1 an, de 2 ans, tout ça là, a déjà passé pour durer à la tête de cet office-là. Il va être confirmé. Oui, si. D'accord, oui, Justin. Mais bon, moi je trouve que vraiment c'est dommage. C'est dommage. Le Togo est malade à cause de ses dirigeants. C'est dommage. Parce qu'on ne peut pas être à ce stade aujourd'hui, malheureusement, mais bon, pas la volonté de certains. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose finalement si le gouvernement remarque que la ligne, la première qui a été tracée, ce n'est pas celle-là qui est suivie véritablement et qu'en réalité l'OTR crée plus de problèmes qu'il n'en résout par le management du premier responsable. Donc on refait la chose, donc on débarque le président, enfin le premier responsable, et on remet en place un autre moyen. En réalité, on doit applaudir le gouvernement, même si ça a duré 3 ans avant qu'il se rende compte que ça a été une supercherie. Non, moi je ne le pense pas, c'est une navigation en vue. Parce que, je le dis d'habitude, on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour être le premier responsable ou le premier dirigeant d'un pays. Donc gouverner, c'est prévoir. Donc lorsqu'on envisage diriger un pays, déjà dans l'intervalle de 5 ans ou 10 ans, on se rend compte au bout de 3 ans qu'il y a une erreur. On peut se tromper. Qu'on s'est trompé, ben on revient à la situation hantée. On peut revenir à la situation hantée. Oui, est-ce que ce n'est pas ça? Alors, on doit applaudir le gouvernement d'avoir eu le courage de revenir en arrière. Applaudir, non. Applaudir le gouvernement, non. Parce qu'on ne peut pas naviguer à vue, on ne peut pas évoluer en matière d'improvisation dans la gestion d'une nation. C'est malheureusement le constat qui est fait. Nous avons eu à aborder, à échanger avec l'ancien ministre de l'économie et des finances, M. Elom Dadi. Oui. Sur la question même de ces réformes, oui, il a même il a été clair.
Dans une interview à notre confrère de Liberté, je me Tout à rappelle très fait. bien. Donc il a été clair. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de la fusion de Même cette... Victor Alpi aussi, qui Oui, est du grade. Qui est aussi Du grade. prononcé Et Victor Alpi n'est pas n'importe qui, il faut le rappeler. Il a été plusieurs années ministre de l'économie et des finances. Et l'homme d'Adi également. Voilà, ce Yadema. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas, devenu du jour au lendemain économiste. On connaît ça, c'est son bagage. Mais sauf que le TR a marché ailleurs. Où ça? Le TR a marché ailleurs. Où? C'est une question de volonté non plus. Moi, ça me fait triste qu'à chaque fois, on veut copier l'exemple du Rwanda. Et ce pays, malheureusement, qui a connu vraiment la guerre civile, avec tout ce qu'on connaît, le système de gouvernance dans ce pays qui n'a rien à voir avec la démocratie et qu'on a tendance à comparer notre pays. Mais ça marche le Rwanda. Non, mais il faut quand même fouiller. Il faut quand même fouiller en dehors de tout ce qui se raconte. C'est-à-dire que c'est parce qu'à un moment donné, les gens se sont entretués, que chacun, à un moment donné, a essayé d'enterrer sa hache de guerre. Et que, bon, c'est comme on appelle encore le Paul Kagame est là, bon, dans un pays où le mandat n'est pas limité, la constitution est rédigée à sa manière, il fait ce qui le passe par la tête, il impose sa suprématie, il défie la communauté internationale, il tue les opposants, il les arrête. Et dans ce sillage-là, on dit, bon, on s'en va copier les armes du Rwanda. Je suis désolé. Bien. Je pense que les têtes réfléchies ne manquent pas au Togo. Si tant est qu'on a la volonté véritablement de diriger ce pays par rapport aux rêves des nationalistes, des pères indépendants, moi je pense qu'il faut essayer de poser la balle à terre, faire en sorte que ce pays redevienne un pays normal. Merci. Non, mais j'ai l'impression que le Togo se rwandélise. C'est-à-dire si ça existe vraiment, parce que sur plusieurs aspects, on a l'impression qu'on veut copier et voilà donc l'être ou bien pour le Rwanda et venir plaquer. Non, je crois que l'histoire des deux pays, ce n'est pas exactement la même histoire. Et puis voilà, on ne peut pas copier totalement le Rwanda parce que quand il s'agit des réformes des choses qui sont bonnes oui, permettez que l'autorité puisse par exemple, l'OTR, je dis encore, je suis d'accord, et là, peut-être que c'est la manière de mettre ça en œuvre. Et encore, je veux essayer de faire l'avocat du diable, et l'avocat du diable Gaperi, en disant que Gaperi est arrivé sur un terrain inconnu, en fait. C'est ça aussi sa faiblesse. Il ne maîtrisait pas le terrain togolais. Et derrière, tous ceux-là qui sont mécontents, je ne veux pas citer des noms, les anciennes de la douane, des impôts, les cadres. Ah, ils ont joué un rôle? C'est pas un rôle, ils ont joué un rôle actif pour qu'il échoue. Ça, je suis prêt à le prouver. Donc, il a eu trop d'adversaires, il a eu trop d'éléments qui ont joué contre lui, si bien que peut-être, voilà, et c'était difficile. Et il faut aussi prendre ça en compte parce que Gaperi a lutté contre des forces invisibles. Et je ne vendais pas de toutes les façons cher sa peau parce qu'on savait qu'il allait échouer. Oui, ça peut être une piste aussi à explorer, hein, Tchakala. Non, ceux qui sont mécontents, laissés sur le carreau, peuvent aussi avoir joué un rôle. Ce sont eux qui sont allés dire aux opérateurs économiques de déserter le port. Arrêtez et au-delà des milliards qui sont un peu dilapidés un peu partout. Est-ce que... Non. Aucune force extérieure n'a joué contre chose. Non, je n'ai pas extérieur invisible. Invisible, non, n'a joué contre chose. Est-ce que ce sont les prétendus aigris qui sont allés demander aux gens que la pression fiscale se renforce? Que non, le monsieur, il est venu, il y a un système qui a été créé, il a mal géré sa partition. Et les résultats sont là. Il ne faut pas qu'on aille chercher les responsables ailleurs. Hein. Il est responsable des turpitudes que nous observons. Aujourd'hui, Gaperi, lui, il est parti. Et il n'est pas le seul. Ceux-là qui l'ont fait venir en sont également. Ah oui, on ne peut pas parler de Gaperi sans parler de l'ancien ministre de l'économie et des finances, M. Ayasso, aujourd'hui, qui est conseiller au niveau de la présidence. Attention. Bien. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Justin Ananié, l'administrateur du site togovision.com, Tchakala Aliro, le patron du journal Courrier de la République, et puis Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse et du journal Arakiri. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Erigator. À demain.